Le réchauffement climatique, on en parle partout, bien, ça génère des catastrophes, ça génère des inondations, ça génère des tempêtes, ça génère des incendies, ça génère aussi des attentats, ça génère des troubles dans notre société. Alors, on a une société qui est basée sur le profit. Plus on travaille, plus on gagne de l'argent, plus les comptes en banque augmentent. Il faut une bonne entreprise est une entreprise qui fait énormément de bénéfices. Ce n'est pas une entreprise qui s'occupe de la planète, ce n'est pas une entreprise qui s'occupe des plus démunis, ce n'est pas une entreprise qui s'occupe des gens. Est-ce qu'on veut vraiment s'occuper des gens? Est-ce qu'on veut vraiment planter des arbres? Est-ce qu'on veut vraiment nettoyer des rivières? Est-ce qu'on veut vraiment nettoyer les mers? Est-ce qu'on veut vraiment créer quelque chose pour nos enfants pour demain? Est-ce qu'on veut le faire ou on n'en a rien à foutre? C'est un choix. En tout cas, si on veut le faire, il n'y a rien à faire, il faut une innovation. On ne peut pas changer les choses comme ça. On ne peut pas perturber les systèmes actuels, les systèmes de décision. Par contre, on peut apporter de la valeur dans les flux financiers. Et donc l'idée, c'est quoi? Imaginez que une société ou une structure vende des technologies marketing et que ces technologies marketing, lors d'une vente, vont permettre à ces entreprises de se développer. Donc c'est la même dynamique économique qui est derrière. Et que là, de ce côté-là, dans cette vente, première étape, dans cette vente, eh bien cette vente est redistributive. C'est-à-dire que la vente de la technologie marketing va permettre de développer et d'aider des gens les plus démunis, des gens dans des cas de catastrophe, travailler sur des recherches et pallier justement, au manquement actuel et pouvoir utiliser l'économie, le développement économique à ce moment-là, mais pour de nouveaux objectifs. Est-ce qu'on veut faire ça? Il faut accepter une innovation. Il faut accepter de pouvoir le faire. Vous allez découvrir dans cette vidéo cette technologie qui est une nouvelle technologie de l'SMS. Jean-Pascal Van Ypersel, une dernière question. On parle d'une fenêtre d'opportunité de 10 ans. Ça veut dire quoi? Il faut agir tout de suite, après ce sera trop tard? Non, surtout pas. Il ne faut surtout pas comprendre les choses comme ça. Après, il ne sera pas trop tard. En fait, il faut agir tous les jours. Il ne faut surtout pas se dire ah, on a 10 ans, on va rien faire pendant 9 ans et s'y mettre la dernière année. Non, en fait, il fallait s'y mettre il y a déjà 20 ou 30 ans. On a perdu beaucoup de temps. Il ne faut pas trop se poser de questions pour savoir s'il est trop tard ou pas. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Il y a énormément d'opportunités aussi du côté de l'innovation, du côté des économies d'énergie. Et je crois que si on fait cela, on peut gagner la bataille du climat. Jean-Pascal Van Ypersel, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Voilà. Donc ça fait 20 à 30 ans que nous avons perdu un peu de temps. Donc aujourd'hui, par rapport à cette situation, il faut redescendre dans la partie humaine des choses. Cet axe-là n'a pas encore été ouvert, donc on est dans un axe aujourd'hui où on veut prendre des décisions, on veut imposer des choses à des entreprises, on est dans le pouvoir d'imposer. Mais si on prend peut-être, et c'est peut-être une innovation aussi, les choses autrement. Si on part de l'humain, si on part de la personne, si on part des conséquences d'une catastrophe, qu'on se rend compte des conséquences d'une catastrophe et comment aujourd'hui on peut développer des solutions à partir des conséquences d'une catastrophe. Et donc, j'ai passé 2 mois à Olm pour rencontrer les sinistrés suite aux inondations. Cette rencontre a été faite et a permis de créer un rapport qui permet de comprendre ce qui se passe avant, ce qui s'est passé avant, et surtout de la situation de ce qui se passe après et aujourd'hui, et surtout le témoignage de Franca. En juillet, maintenant je ne compte même plus le temps, c'était comme si c'était encore hier en fait. Hein. On a le sentiment que c'est loin, loin, mais en fait non, c'est encore comme c'était hier. Hein. Donc alors si tu regardes hein, au niveau de la fenêtre, là tu peux voir, hein, tu peux voir la moto. Et au départ, l'eau est venue à côté du garage. Hein. L'eau est arrivée, mais vraiment d'une vitesse incroyable. Hein. On a essayé de mettre d'abord toutes sortes de petits, on va dire, des petits ponts pour couper l'eau, mais en fait, c'était pas possible puisque ça venait de partout. Ça venait par le bas, par le haut, de partout. Et puis, tout doucement, on a vu l'eau monter.
Et au départ, si tu regardes par rapport à la Vespa, tu peux voir au départ la plaque, et puis il y a les lobes du bas, et puis les lobes du haut, et puis tout doucement, ça a monté, ça a monté, ça a monté, mais tout ça sur plusieurs heures, donc ça ne s'est pas fait comme ça, je veux dire sur une heure. Au départ, oui, sur une heure, beaucoup d'eau qui est arrivée, mais après, c'est monté graduellement, jusqu'à ce que ça monte jusqu'au-dessus, pratiquement au toit. Mais alors, à un moment donné, on se demande, mais où est-ce que ça va s'arrêter, quoi? On n'a jamais vu ça avant, quand on pouvait s'imaginer des inondations, on sait que ça va s'arrêter à un moment donné. Mais là, ça ne s'arrêtait pas. Donc à un moment donné, on se demande, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Au départ, tu dis, attends, c'est la Vesdre, ça sort de son lit, mais ça peut devenir un océan. Et là, quand tu te retrouves face à ça, tu te dis, il n'y a plus de fin, quoi. Et on ne voyait pas des fins, on ne voyait pas la fin arriver. Et donc la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai pu partir. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas pu partir. Donc je me mettais dans la peau de toutes ces personnes enfermées. Donc moi je suis partie avec mon sac à dos, avec mon fils. Et voilà. C'était... Là tout se secoue dans ta tête. Oui, parce que tu ne sais pas où, si ça s'arrêtera. Alors j'ai pas eu une pensée de mort. Je n'ai pas eu ce stress-là. Mais après coup, j'ai eu des témoignages de personnes qui l'ont vécu. Qui ont eu de l'eau jusqu'au cou, et heureusement pour eux, ils ont eu quand même pu avoir des secours par la suite, juste vraiment à la frontière, qui se sont dit au revoir et tout. Donc ça, c'est des messages, des témoignages que j'ai reçus. Moi, j'ai pas eu ce stress-là, mais n'empêche que de voir cette eau qui monte, qui monte, qui monte et qui ne s'arrête pas, et de se dire, on n'a jamais connu ça en fait. Ouais. Là, on sent, si on se remet au niveau de la personne, on se rend compte que tous ces gens, 1 an et demi après cette catastrophe des inondations, ils sont toujours dans un trauma incroyable. On n'en parle pas, il n'y a personne qui parle de cette partie-là. Donc il y a eu 2 temps. Donc dans un premier temps, il y a eu le premier jour où vraiment, il y en a un, comme j'expliquais, les eaux sont montées progressivement, et puis on est arrivé le soir, là, alors du coup, ça s'est arrêté. Donc on a pu vraiment voir au niveau de nos rez-de-chaussée. Donc il n'y avait pas d'eau à ce moment-là. Et on entendait les glou-glou et tout ça au travers des canalisations de la salle de bain. On entendait vraiment qu'il y avait un truc qui voulait vraiment, à la limite, de monter dans mon rez-de-chaussée. Et puis au travers de on va dire des escaliers de ma cave, on a pu voir que ça redescendait de 10 cm. Et là, on était rassurés. Donc du coup, on est monté avec mon fils, on était bien, on s'est endormi sans problème. Et puis le matin, on s'est réveillé et là, on a eu 80 cm d'eau dans mon living. Et là, alors du coup, c'est tout mon rez-de-chaussée. Donc il y a eu vraiment une vague qui est venue la nuit et qui a inondé tout le reste. Donc ça veut dire que j'avais déjà perdu mon centre de soins, tout le bas, tout le travail que mon mari avait fait déjà sur plusieurs années. Et on avait vraiment beaucoup investi là-dedans. Et donc de voir ça partir sur une journée, et puis sur une nuit, c'était tout mon rez-de-chaussée, pareil. Tout un travail d'une vie en fait, parce que ça fait pratiquement 25 ans qu'on habite ici. Nous sommes à une période historique de notre un moment historique. Voilà, je voulais faire cette vidéo avant que ma batterie soit totalement à plat au niveau de mon iPad. Mais tout ce chamboule, il y a le Covid et là maintenant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je suis encerclée d'une rivière. Et je suis dans ma chambre, dans l'espoir que l'eau ne monte pas jusque dans ma chambre. Voilà, donc c'est un moment de reset, de grand reset, vraiment, de grand reset, car tout bascule dans ma tête. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais garder après tout ça? Tout se bouscule dans ma tête, tout se bouscule. Ce qu'il a mérité donc on continue. Voilà, donc là, c'est un moment à passer incroyable. J'espère que c'est un moment à passer. Voilà, toutes les réflexions qui me viennent là en me disant je vois l'eau qui monte encore et encore, j'essaye de sauver. Enfin, j'essaye, je peux plus maintenant. J'essaie de sauver tout ce que je pouvais encore en montant le maximum que j'ai pu. Mais il y a déjà tellement de pertes déjà. En même temps, c'est pas important pour moi. Et là, la question qui me vient, c'est et si tu perdais tout, totalement tout? Qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce que tu ferais encore avec ce qui te reste? Alors ce qui me vient, c'est que j'ai plein d'acquis qui sont en moi et qui ne demandent aucun outil, aucun livre, rien du tout. Si je perdais tous mes livres, tous mes cahiers, toutes mes notes, tous mes cours, c'est surtout ça à quoi je pense, à tous mes outils thérapeutiques. J'ai plus besoin de ça, il faut que je fasse sans ça, il faut que j'apprenne le détachement total.
Alors je sais que Gabriel est avec moi, donc j'espère pour nous deux qu'à un moment donné l'eau va s'arrêter et qu'on pourra à un moment donné quitter ce lieu, parce que là c'est plus vivable ici. Et je pense que, voilà, donc pour que vous sachiez, donc, tout mon centre de soins est inondé. Mon living commence maintenant aussi, donc il y a maintenant, je pense, 40 cm au niveau de mon living, ma salle, mon espace de vie. Hein. Et là maintenant, je suis dans ma chambre à coucher, à l'étage supérieur, mais l'eau continue à monter. Tout autour de moi, c'est devenu une rivière, un lac, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec un très très grand débit. Donc vous entendez, hein, derrière moi, c'est énorme le débit qu'il y a. C'est pour toute la vallée, hein, donc ça veut dire que chaque maison, dans chaque maison, nous sommes beaucoup à vivre la même chose. Hein. Oui, donc j'ai une pensée à toutes ces personnes, pareilles que moi, bloquées dans leur maison. Il n'y a que le drame qui se joue là pour tout le monde. Plus de 27 ans qu'on habite ici, donc c'est un travail de toute une vie. Et là, sur une année, ben, on n'a toujours pas reconstruit. On ne saura pas reconstruire tout ce qu'on a construit sur 27 ans sur un an. Et donc on est toujours là-dedans. Et alors juste pour que vous sachiez l'eau, ben, on est arrivé à ici. Hein, donc c'est ce niveau-ci en fait. On est arrivé à ce niveau-ci. Hein, donc après la deuxième vague. Ouais. Et là, donc, du coup, ben, j'ai perdu mon living, ma cuisine, ma salle de bain, mon rez-de-chaussée, plus plein toutes mes photos de famille, tout ce qui nous touchait, tout ce qui nous habitait dans toute notre histoire qu'on a créée sur 27 ans, avec nos 3 enfants et mon mari. Alors, je dis ça, je pense à moi, mais je pense à toutes les personnes qui ont vécu pareil que moi. On a tendance à penser que c'est loin, mais c'est toujours là. On ne parle pas non plus du rôle des assurances. On s'est rendu compte que, en fait, les assurances sont intervenues que très partiellement. Elles sont intervenues que très partiellement, notamment chez Franca. Et donc, si vous voulez aujourd'hui aider Franca et voir le travail qui a été fait de rencontre avec différentes personnes, il suffit d'envoyer le message H par SMS au 3665 et vous aurez toutes les informations toutes les informations sur ces personnes et vous pouvez les rencontrer aussi et vous pouvez les aider. Maintenant, il y a une autre partie, si on vient dans le modèle économique. Imaginez aujourd'hui une assurance. L'assurance, qu'est-ce qu'elle veut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire du chiffre d'affaires en vendant des assurances et puis quand elle va rencontrer les assurés qui sont sinistrés, elle va essayer d'optimiser pour diminuer au maximum ses dépenses. Donc, on est face à un modèle économique qui cherche à tout point de vue le profit. Comment voulez-vous aider la planète si à tout point de vue on veut faire que du profit? Mais il y a peut-être une possibilité. Imaginez qu'on vende à une assurance une technologie de communication qui va lui permettre d'augmenter son activité économique. Et en lui disant, écoutez, si cette assurance vient aider aujourd'hui les sinistrés avec une partie du chiffre d'affaires qu'elle fait aujourd'hui, eh bien cette assurance sera le leader en assurance. Et les sinistrés seront remis en état, en tout cas au niveau de leurs biens. Évidemment, il faut continuer à les accompagner. Je crois que ça, c'est une partie, et derrière ça, il y a un modèle économique qui est un modèle Blue, j'ai appelé ça modèle Blue, qui est un nouveau modèle où on vend des technologies de communication ou des produits, des services, mais une partie du chiffre d'affaires est attribuée à des projets humanitaires, à des projets qui donnent du sens à ceux qui achètent. Et donc, on rentre à ce moment-là dans la dynamique économique classique, sauf qu'il y a une partie de cette dynamique qui va participer à des projets qui donnent du sens. Et ça, cette voie-là, je voudrais vraiment la proposer, je voudrais vraiment proposer aux citoyens d'y participer, proposer aux citoyens de venir aider à développer le projet. Vous pouvez envoyer par SMS le message Blue au 3665 et vous aurez l'explication du modèle. Vous pouvez aussi envoyer par SMS le message vert au 3665 et vous aurez l'explication de la technologie et comment elle peut s'appliquer.
La première partie est basée sur un modèle économique d'entraide, mais ce modèle économique d'entraide peut aussi se développer pour soutenir la nature. Et donc on peut faire participer à ce moment-là, par une partie du chiffre d'affaires, de manière volontaire et avec enthousiasme, des entreprises qui utilisent des technologies de communication, qui veulent aller plus loin, qui se disent oui, dans le fond, c'est une bonne idée de participer à ça. Et en faisant cela, on pourrait peut-être acheter des terres pour les rentes aux animaux, on peut peut-être financer des associations qui nettoient les rivières, qui nettoient des mers, et on peut rectifier différentes choses, les différentes choses qu'on a besoin de faire et de voir. Donc il est fondamental de pouvoir voir que l'argent sert bien à ça. Et dans le modèle Blue, il y aurait une fondation qui est au centre avec comptabilité transparente, traçabilité, visibilité de toutes les interactions pour une question de motivation de l'économie, de motivation des acheteurs à participer cette fois-ci à des projets qui ont du sens. Cette partie-là est couplée aussi à une entraide entre personnes. Et ça, c'est fondamental. Et c'est quoi cette entraide entre personnes? C'est de se dire qu'on va vers des catastrophes. Donc la première chose qui se passe, c'est que les personnes doivent être prévenues que la catastrophe arrive. De manière géolocalisée, de manière précise, pour savoir où est-ce qu'elles doivent se protéger. Qu'est-ce qu'elles doivent faire en fonction des différents types de catastrophes. Quand la catastrophe est passée, il se fait, et c'est suite à l'analyse à Holm et la rencontre des sinistrés, qu'une organisation s'est mise en place naturellement entre les personnes qui sont au bord de la zone de trauma et les sinistrés. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui vont créer des cuisines, qui vont aller voir ce qui se passe sur le terrain et qui vont aller, avec leur cœur, aider les sinistrés. Donc pour vous raconter mon histoire, j'habite à Holm, une rue à côté de là où il y a eu les énormes inondations. Donc comment ça s'est passé pour moi? Je n'ai reçu aucun message de BiAlert. On a reçu un premier message de BiAlert le 15 juillet nous demandant de ne plus circuler et de faire du télétravail parce que les rues étaient encombrées. Donc c'est cool, on a reçu ce message-là, mais on n'a rien reçu avant en disant simplement attention, il y a une catastrophe. Donc ça aurait été cool finalement de recevoir un message de ce style et pas de ne pas circuler une fois que la catastrophe était déjà là. Donc BiAlert fonctionne, mais n'a pas fonctionné au moment le plus opportun, ou en tout cas pour quoi il a été créé. Ensuite, donc moi j'habite juste là où, juste à la frontière en fait, où il y a eu les énormes inondations, donc en bord vraiment du carnage. Donc je me suis sentie obligée je me suis sentie l'appel en fait d'aider simplement, d'aider les gens qui habitaient à une rue de chez moi. Donc ma commune a mis en place, la commune d'Holm a mis en place un centre de crise assez rapidement, faisant appel à des dons de vêtements, des dons de vivres et aussi appel à des bénévoles. Donc je suis allée le 15 juillet au centre de crise d'Holm qui attendait 2 cars venant de Trou. Donc les cars sont arrivés, on a géré comme on a pu puisque oui, il y a des plans d'urgence, mais voilà, quand la situation arrive, c'est vrai que c'est toujours un peu de chaos et confus. Donc on a aidé comme on pouvait à mettre les gens au sec, leur donner des vêtements, à les faire énormément parler, à essayer de retrouver leur famille. Donc il y a eu un couple pour lequel on n'a pas retrouvé la famille, un couple de personnes âgées qui m'ont beaucoup touchée, du coup ils sont revenus chez moi. J'ai passé énormément de temps à discuter avec eux toute la nuit en fait, parce que dans un choc comme ça, ce qu'il faut faire directement c'est parler. Et donc voilà, j'ai pris le temps avec eux de parler beaucoup. Ensuite, dès le lendemain, j'ai pris mon sac à dos, j'ai été donc je sentais l'appel d'aider, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de faire partie d'une structure.
et d'être finalement bloquée dans un système d'aide qui ne me correspondait pas. Du coup, j'ai pris mon sac à dos et des bonbons, des sucreries. Donc après réflexion, c'était peut-être pas le mieux, puisque c'est pas de ça qu'ils ont besoin directement. Mais en tout cas, ça me permettait déjà d'être sur le terrain et d'aller créer un lien. Donc j'ai parcouru 20 km avec mon sac à dos. Et puis alors, le lendemain, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme besoin sur le terrain. Donc des gens qui avaient besoin de médicaments, des gens qui avaient besoin de choses spécifiques. Et le relais avait du mal à se faire avec le centre Donne, puisqu'il faisait tout par voiture ou camion et que la circulation était complètement bloquée. Donc j'ai pris l'initiative de faire ça avec mon vélo électrique, de prendre mon vélo pour aller apporter des médicaments, donc pour faire vraiment le relais entre la commune et les appels reçus à la commune et ce que je voyais sur le terrain. Donc voilà, et puis j'ai rejoint le bénévolat organisé par ma voisine, et donc là ça consistait à faire des repas, donc une quarantaine de repas par jour qu'on distribuait toujours aux mêmes personnes. Et donc là ça a été hyper cool de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que on a créé un vrai lien avec les personnes. Donc on les a vus tous les jours pendant un mois, on leur a fait à manger, on leur a apporté à manger, donc on les a vraiment vus pendant un mois, le lien s'est créé. Et c'est vrai qu'on a vu que c'était vraiment pour ces personnes-là très bénéfique, parce que elles voyaient tous les jours la même personne, on pouvait faire des updates de leur situation, on pouvait les aider aussi, puisqu'on a créé quelque part un vrai lien. Donc voilà ce qu'on a fait, ce que j'ai fait pour ma part. Ce que j'ai vu et qui aurait peut-être pu être amélioré, c'est énormément de chouettes initiatives. On a créé un de coordonnées. Donc il y a des bénévoles qui font à manger, il y en a plein, il y a des rues qui sont suralimentées, d'autres rues où les personnes ne vont jamais. La Croix-Rouge ne connaît pas les rues, donc la Croix-Rouge, on a vu que c'était tous les jours les mêmes, des personnes différentes justement. Qui venaient en renfort et à qui il fallait finalement chaque fois expliquer quelle était telle rue, etc. Donc c'est un manque de connaissance du terrain, ce qui est tout à fait normal, puisque ces personnes ne viennent pas du tout du coin. Donc voilà. Et puis alors, une dernière observation que j'ai eue aussi, c'est que la commune, ce qui marche hyper bien avec les communes, c'est que dès qu'elles font appel pour un don, pour quoi que ce soit, dès qu'il y a besoin, l'élan qu'il y a derrière est énorme. Donc la commune recevait, dès qu'elle faisait appel à quelque chose, voilà, on a besoin de bottes par exemple, directement elle recevait énormément. Contrairement aux bénévoles, je veux dire, de terrain, où là, pour obtenir, c'est pas en faisant un petit appel sur Facebook qu'on obtenait énormément. Donc ce qui serait vraiment hyper chouette, c'est d'avoir une coordination finalement entre les besoins des bénévoles qui font à manger et qui ont besoin de tomates, de légumes, alors qu'il y en a plein à la commune et qui doivent finalement se débrouiller eux-mêmes pour... Donc ça aussi, j'ai essayé de créer un lien aussi finalement et d'aller à la commune chercher ce dont j'avais besoin. Mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément bien reçu de la part de la commune qui elle-même faisait à manger, et du coup on allait entre guillemets sur ces plates-bandes, même si y a pas, en fait, on est tous là pour aider notre prochain pour la même chose, donc voilà. Et puis alors oui, la dernière observation évidemment qui est hyper importante, c'est le système Bialerte, comme je le disais au début du témoignage, où on a reçu SMS le 15 juillet pour nous dire ne circulez pas, faites du télétravail. Mais on n'a rien reçu pour nous prévenir de la catastrophe avant. Or ce système-là pour moi a été mis en place pour ça, et donc n'a pas fonctionné. Et tout ce petit réseau qui se met naturellement en place n'est pas pris en cause par l'État, n'est pas pris en cause par les grosses organisations qui viennent par la suite sur le terrain sans tenir compte de ce qui a été fait. Donc là, il y a un besoin de lien, il y a un besoin de reconnaissance de tous ces bénévoles qui ont été aidés. Et ces bénévoles sont confrontés à un système de loi qui ne tient pas compte des catastrophes. Par exemple, l'AFSCA. Bon, très bien.
Mais en cas de catastrophe, quand les gens n'ont plus à manger et qu'ils ont les pieds dans l'eau et que quelqu'un vient leur apporter de la nourriture, on leur dit « vous n'êtes pas de l'AFSCA ». Et donc là, il y a vraiment un problème. Il y a des choses à régler, il y a des choses au niveau de l'État à aider pour que les structures légales puissent permettre l'entraide entre personnes, puissent permettre le développement d'une économie d'entraide, puissent permettre de créer justement une innovation économique qui est au service des plus démunis, qui est au service des sinistrés, qui est au service de la planète, qui est simplement au service, sans pouvoir, simplement réunir les gens dans un cadre qui est humain. Reprendre notre humanité en main et être juste au service.